Alors, le club de foot de la Duchère, il y a un certain nombre d'entre vous qui le connaissent. Il y a quelques écussons, quelques jeunes que je remercie d'être là d'ailleurs, avec leurs parents. Et puis il y en a d'autres qui ne le connaissent pas. C'est un club, je vais faire rapide, qui est singulier. C'est un club qui se veut être un laboratoire d'innovation sociale dans un quartier populaire. C'est-à-dire qu'on mène énormément d'actions, parallèlement à un projet d'excellence sportive, puisque nos jeunes, à quelques exceptions près, sont dans des équipes qui évoluent au même niveau que l'Olympique Lyonnais. Donc si vous jouez bien au foot, que vous n'êtes pas pris à l'Olympique Lyonnais, vous voulez venir à la Duchère. Et un projet d'excellence sociale en menant un certain nombre d'initiatives en matière de scolarité, d'orientation professionnelle, de santé, de prévention des violences faites aux enfants, de discrimination, de transition écologique, de citoyenneté. L'année dernière, sur une saison, on a mené plus d'une 60aine d'actions sur ces différentes thématiques et d'autres. Parmi ça, il y a la culture, dont Romain s'occupe en tant que dirigeant. Et on a voulu s'ouvrir aussi sur le quartier en passant ce partenariat avec Ciné Duchère, que je remercie, pour aller voir les établissements d'enseignement supérieur et leur dire montez à la Duchère et venez nous donner des cours magistraux sur des sujets complexes, mais avec des universitaires qui ont l'intelligence de les rendre intelligibles par un plus grand nombre. Ces profs dont qu'on a tous rencontrés à un moment ou à un autre, qui, lorsqu'on sort de leur cours, nous ont rendus un petit peu plus intelligents, un peu plus cultivés. Donc c'est ce qu'on est allé faire en allant à Lyon 1, à Lyon 3, à Sciences Po Lyon 2, à l'EM Lyon, à l'Institut de la transition écologique. Et tous nous ont répondu extrêmement favorablement, ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable de bâtir un programme qui sera bientôt public sur l'ensemble de l'année, avec au moins une rencontre mensuelle. Mais je pense qu'on peut faire plus, mais ça on verra. Alors aujourd'hui on a la chance d'accueillir une tête d'affiche, c'était important pour cette première, d'avoir Cédric Villani. Voilà, on s'est adressé au meilleur dans son domaine. Et voilà, c'est important de marquer le coup de cette manière-là. Vous aurez des personnes moins connues par la suite. Le 14 décembre prochain, c'est l'ancien directeur de Sciences Po Lyon, Renaud Père, qui viendra en tant que politologue parler de la différence entre la gauche et la droite. Vous aurez une prof de l'EM Lyon qui viendra au mois de janvier pour parler d'interculturalité. Et tout un programme en construction qu'on vous fera passer rapidement. Donc je vous remercie de votre présence et je passe la parole à Romain pour présenter Cédric Villani. Alors comme moi j'ai pas trop l'habitude de prendre la parole en public, je vais pas parler très longtemps. On va également, il y a quelques noms qui ont été donnés, on est également en discussion avec Edwy Plenel, on est également en discussion avec Alla Poedi, qui est également une scientifique et linguiste de l'université de Kiev, on a également un certain nombre d'autres noms à amener, là on est en train de fixer un peu ça sur l'année. L'idée c'est effectivement d'avoir une université ouverte dans laquelle on puisse à la fois faire venir des gens à la Duchère, animer aussi le quartier de la Duchère, et puis aussi partager des savoirs, confronter un peu la recherche lyonnaise avec le terrain, avoir toutes ces discussions-là, faire connaître le travail des scientifiques auprès du grand public, enfin y contribuer en tout cas. Et effectivement, on commence par quelqu'un qui est un petit peu connu avec son araignée, avec également son côté. Alors moi j'ai regardé un peu sa fiche Wikipédia, dans lequel il y a, comme dans toutes les fiches Wikipédia, beaucoup de bêtises, mais dans lequel réellement t'es corso-grec. Voilà. Et réellement, donc, tu as eu la médaille Fields, ça tout le monde le sait, sur une thématique qui s'appelle la contribution à l'étude mathématique des équations de Boltzmann et de Landau en théorie cinétique des gaz et des plasmas. Donc on va vous expliquer tout ça rapidement. Et enfin, j'espère rapidement. Et puis, donc voilà, la personne que je vous présente, c'est quelqu'un à la fois avec qui est un copain. Donc je suis très content que ce copain ait décidé de nous fasse l'honneur de venir ce soir. C'est un type adorable, qui a une culture générale qui dépasse largement le champ des mathématiques. C'est aussi un citoyen engagé, comme vous le savez, notamment sur les questions de transition énergétique. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui a un talent pédagogique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et vous allez pouvoir le constater largement tout au long de cette soirée. Et voilà, tout au long de cette soirée dans laquelle on va poser une question importante. C'est en ce moment, vous le savez, on est dans une situation écologique qui est compliquée.
On a également une numérisation qui est de plus en plus grande de l'économie. Mais au milieu de tout ça, ça sert à quoi en fait, Cédric, de faire des maths? On va vous passer en attendant un petit film avant que Cédric vous réponde. Exactement, bonsoir. C'est un honneur d'être dans le lancement de quelque chose où vont succéder des gens pleins de cœur pour partager avec vous. Et comme il est bon de s'appuyer sur quelque chose comme point de démarrage, on va vous passer un petit film qu'on va qualifier de drôlatique pour lancer des éléments de débat. Oh, hi, Danny. Come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Alors, Don't be upset. bonne entrée en matière. On va parler un peu ensemble, parler un peu de ça, parler du thème de la conférence. On se garde du temps en échange. Il y a un petit pot à la fin. Ouais, c'est bien aussi. Je vérifie le timing. Eh ben, c'est très bien. Alors, en premier, qu'est-ce que on peut dire ici? Vous avez vu, je vous parlais de ce petit film drôlatique avec évidemment une situation dans laquelle il y a de l'absurde, dans laquelle il y a des choses qui prêtent à rire, dans laquelle il y a une jolie chute, et dans laquelle, mine de rien, on se retrouve à aborder un certain nombre de thèmes intéressants pour discuter de la nature, des sciences mathématiques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a des choses relatives à ce petit film que vous avez envie de mettre sur la table? Ouais, là-bas. Que la politique s'invite dans les maths. La politique s'invite dans les maths. Et quand la politique s'invite en sciences en général, toutes sortes de complications peuvent arriver. Là, c'est sur combien font 2 plus 2 dans une école, mais on a vu toutes sortes de sujets. On a été aux premières loges quand sont arrivés tous les débats sur le Covid. On a été aux premières loges quand on a vu les déboires entre le conseil scientifique mis sur pied pour conseiller le président de la République et l'exécutif, et les politiques même. On a vu toutes les configurations. Des configurations où le conseil scientifique se plaignait de ne pas être entendu par les politiques, des configurations où le politique se plaignait que le conseil scientifique veut leur dicter leurs lois, des configurations où le conseil scientifique se plaignait d'être instrumentalisé par le politique, des configurations où le conseil était juste ignoré, etc., etc. On a vu toutes les complications, et évidemment c'est difficile. Du côté politique, il y a ce besoin de composer, il y a le besoin d'agir avec des valeurs de société, il y a le besoin de composer avec le fait que dans les sociétés humaines, tout est toujours multivalué, il y a des choses qui sont vraies et pas vraies en même temps. On apprend ça assez vite en politique. On apprend assez vite d'être obligé de vivre avec des contradictions, y compris dans les choses qui vous sont demandées. Vous vous retrouvez avec un cahier des charges où il n'y a pas de solution, qu'est-ce que vous allez faire? Et il y a un certain nombre d'exemples historiques dans lesquels la confrontation entre scientifiques et politiques s'est fort mal passée. Qui me cite un ou deux exemples? Alors, si on commence à parler là maintenant, dès le début de la réforme du lycée général, on n'est pas rendu. J'en parlais avant-hier sur France Info, hier dans l'UMA, avant-hier aussi sur RFI, mais on en parlera peut-être un petit peu, mais à la fin. Pas tout de suite, tout de suite. Des sujets, d'autres sujets. Galilée, très bien. Grand exemple qui a abouti à l'éclatement de l'Académie des sciences italienne, qui a abouti à... alors le sujet était compliqué, bien plus compliqué que l'image qui en est restée. Mais Galilée, c'était un exemple considérable. Et au-delà de Galilée, parlons un petit peu de... Tenez, on va attendre, je donnerai des exemples que j'ai en tête, mais avant, je voudrais vous entendre. La retraite. Giordano Bruno, très bien, excellent. Absolument. Enfin, excellent, ça c'est mal fini pour lui, comme on sait.
La retraite par répartition. Allez-y, qui nous parle de Giordano Bruno? Qu'il y avait plusieurs mondes, pas forcément juste ce monde-là, c'était évidemment en contradiction avec le récit de la Genèse, c'était quelqu'un qui revendiquait le droit de penser librement et qui s'est retrouvé brûlé, si je ne dis pas de bêtises. On l'a brûlé. Sur le bûcher. D'autres exemples qui vous avez en tête? Allez, un petit exemple, un exemple que j'aime beaucoup, que je traite des fois dans des conférences, c'est l'âge de la Terre. Vous savez que pendant longtemps, l'âge officiel de la Terre pour l'Église, c'était Terre créée en 4004 avant Jésus-Christ. Il y avait même une heure précise. Et ça avait été obtenu par un travail extrêmement solide, sérieux, fait par un penseur de l'église anglicane qui s'appelait James Ussher et qui avait calculé avec une exégèse précise, patiente, intelligente de la Bible, de l'Ancien Testament, que c'était 4004 avant Jésus-Christ. Évidemment, c'était impossible, intenable avec les géologues, sauf à imaginer que tous les fossiles avaient été mis là pour nous induire en erreur, etc., tout ce que vous voulez. Il a fallu longtemps avant que l'Église abandonne officiellement la date de 4004 avant Jésus-Christ. Ça s'est fait dans le dernier quart du 19e siècle. Et vous imaginez le truc. À l'époque où le conflit faisait rage, et là c'est plus subtil, conflit faisait rage parmi les scientifiques pour savoir quel était l'âge de la Terre, et il y avait deux camps qui s'opposaient de façon très forte, avec un argument mathématique au centre. D'un côté, les physiciens emmenés par Lord Kelvin, qui était le meilleur physicien de son temps, partisan d'une Terre jeune. Jeune, pour lui, ne voulait pas dire 4004 avant Jésus-Christ, mais jeune voulait dire peut-être 100 millions d'années, peut-être même 40 millions d'années. Et les partisans d'une Terre vieille, emmenés par Darwin, pour qui vieille voulait dire plusieurs milliards d'années. C'est pas la même chose. Grand conflit. Vous avez des textes de l'époque. C'est longue. Je prends 1 heure dans mes conférences pour analyser le débat, l'erreur, la façon dont était brandie par Lord Kelvin une équation mathématique là-dessus, qui était l'équation de la chaleur, l'équation de Fourier sur le refroidissement des cordes solides et comment l'étude de cette équation, à partir de la théorie de Fourier et de ses développements qui avaient été faits par la suite, et la modélisation de la Terre comme une boule sphérique, une boule constituée de roches majoritairement ferriques en refroidissement depuis sa création, aboutissait, avec la mesure du gradient thermique en surface et d'autres considérations, à une estimation qui était assez faible, qui était jeune. Et comment les évolutionnistes argumentaient que on n'en savait pas assez, en tout cas c'est l'argumentation de Darwin, qu'on n'en savait pas assez bien comment était l'intérieur de la Terre pour raisonner avec sûreté sur cette existence. Comment Rutherford, physicien néo-zélandais au début du XXe siècle, les a mis d'accord pour des raisons complètement fausses, en disant c'est la radioactivité qui fait que vous n'avez pas eu le bon calcul, et en fait ce n'était pas du tout le problème de la radioactivité. Comment l'erreur a été, la véritable erreur a été débusquée seulement dans les années 1970 ou 1980, et comment derrière il y avait un conflit sur la modélisation, sur la façon dont il faut considérer l'intérieur de la Terre, avec les équations mathématiques brandies comme une tentative d'objectivisation, mais qui reposait sur du vent, parce qu'en vrai, on ne savait pas comment il fallait modéliser l'intérieur de la Terre. Donc une histoire extrêmement instructive. Et là où c'est aussi un bon exemple, même cette histoire entre scientifiques, de conflit entre religions, c'est parce que Lord Kelvin était, lui, influencé, ça fait guère de doute quand on voit ses écrits philosophiques, par ses propres vues religieuses, en opposition avec l'idée d'une évolution des espèces. Ne croyez pas à 4004 avant Jésus-Christ, bien sûr, mais lui, il pensait à une idée de création, ou au moins à une idée de déterminisme induit par une puissance divine. Les mots, comment ça s'appelle, intelligent design, qui sont brandis aujourd'hui par des courants américains réactionnaires en opposition à la théorie de l'évolution des espèces, ont été écrits pour la première fois par Lord Kelvin. Et
Il vous parle des preuves, dans ses écrits, il vous parle des preuves de puissance qui se manifestent autour de nous. Donc là, c'est un exemple de conflit entre vision religieuse et vision scientifique qui se passait dans le cerveau de quelqu'un qui était par ailleurs, sans aucun doute, le plus brillant physicien de son époque. Un exemple très instructif, comme vous voyez. Alors, je vais continuer sur une autre chose qu'il faut remarquer dans ce film. Et justement, je viens de parler des conflits américains sur l'évolution des espèces. Le film, il se passe aux États-Unis, et c'est pas anodin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les États-Unis? La mathématique. La religion, on sent, est très très importante aux États-Unis. Je me souviens d'une discussion avec un conservateur de musée, de grands musées américains, qui disait qu'il fallait, dans son genre de job, faire attention à se protéger. C'est le genre de job qui, dans certains États, peut être un risque pour vous faire agresser parce que vous dirigez une institution hérétique et qui sait quoi, ouais. La puissance de l'enseignement privé aussi. La puissance extraordinaire de l'enseignement privé. Voyez le principal, comment il se retrouve terrorisé par l'idée de déplaire aux parents dont il est l'employé, bien sûr. Ça, vous le ressentez très fort quand vous vous retrouvez dans le système américain. Bah oui, bord des actionnaires et tout ça. En tout cas, et autre chose, Amérique, cette puissance extrêmement paradoxale, puissance scientifique et technologique numéro 1 dans le monde, mais avec un enseignement scientifique et technologique de très piètre qualité. Et qui se voit aussi avec d'ailleurs des systèmes à plusieurs vitesses très tôt qui sont phénoménaux et qui sont aussi d'ailleurs, on n'en pas question du tout dans le film, mais qui sont aussi une forme de ségrégation, de retour de ségrégation dans un contexte américain. Quoi d'autre qu'on peut dire sur les débats américains? Ouais. Bah, tout est relatif. Tout est relatif. Et vous avez vu les débats télévisés là? Ça, alors il y a les vérités alternatives, le génie de Donald Trump, mais il avait raison, c'est pas effectivement un débat, c'est effectivement une vérité alternative au sens où l'Amérique aujourd'hui se retrouve coupée en deux, à peu près démocrate versus républicain, et avec une proportion significative des Américains qui sont convaincus que l'élection a été volée à Donald Trump, qu'il y a eu une fraude massive, enfin, qui vivent dans un monde différent. Et un truc très étonnant où c'est pas vraiment un mélange d'opinions, mais comme la superposition de deux réalités différentes avec les réseaux sociaux permettant aux uns et aux autres de vivre chacun dans leur même monde, mais aussi simplement le simple fait qu'il y a des endroits qui pensent dans un camp, des endroits qui pensent dans un autre. Quand il y avait les grands, quand il y avait les grands débats sur la victoire de Donald Trump, et vous aviez des intellectuels américains qui contemplaient les cartes, et désespérés, qui disaient, mais quand j'y réfléchis, les endroits qui ont voté Trump sont des endroits où je n'ai jamais mis les pieds, où jamais aucune conférence, aucun débat, ni quoi que ce soit ne nous a attirés. C'est comme des mondes qui s'ignorent les uns les autres. Quelque chose d'assez terrifiant. Et en même temps, par certains côtés, on y vient dans bien d'autres régions du monde que l'Amérique. Mais revenons encore sur les débats. Vous avez vu ces débats dans lesquels on parle de liberté d'opinion, dans lesquels vous avez, comment ils disent, des experts qui pensent que c'est 4, des experts qui pensent que c'est 22. Ça ne vous fait pas penser à des choses de l'actualité? Ah bah si. Ouais. Bien sûr. Allez-y. Bah, je pense que la temporalité y est pour quelque chose, hein, et l'imprégnation de l'histoire sur la planète a un impact qui nous imprègne forcément. Enfin, Alors, j'essaye de dire en fait que les États-Unis sont un pays jeune aussi. Alors, les États-Unis sont un pays jeune, et du point de vue démocratique, et du point de vue de l'histoire, et à bien des égards, c'est vrai, on pourra y revenir, mais ici je pense à des polémiques sur les débats américains organisés sur un sujet particulier qui est complètement d'actualité: écologie, réchauffement climatique. Et pendant des années, on voyait sur les plateaux télé
des débats organisés avec des experts, disant bon, certains experts pensent qu'il y a réchauffement, d'autres pensent qu'il n'y a pas, et les chaînes faisaient attention à avoir des invités d'un camp et de l'autre. Ils savaient que s'il n'y avait pas de camp de l'autre, ils se prenaient des procès, ils se prenaient des intimidations, et qu'il y avait des pressions phénoménales avec des multinationales pétrolières, par exemple, ou d'autres groupements d'intérêts pesant des milliards et des milliards, et qui leur disaient sans arrêt « non, c'est une opinion, vous ne pouvez pas penser ça, etc. » De sorte que, alors que, même à une époque où, ici, en France, seule une toute petite fraction pensait encore qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique et que c'était marginalisé, ça dépend des médias, on va dire. Encore il n'y a pas longtemps, dans des journaux, y compris dans de grands journaux, médias comme Le Figaro, vous trouviez ici et là des intellectuels vous disant non, non, ou trouvant un moyen de dévier pour dire ça, mais ça restait très minoritaire dans le paysage médiatique. Mais aux États-Unis, pas du tout. Et même s'il y avait une configuration où c'était genre, allez, 95-98% des experts compétents qui étaient d'un côté et seulement 2% qui étaient de l'autre côté, sur les plateaux télévision, c'était 1 contre 1. Et c'était sous couvert de liberté d'opinion et de devoir de contradictoire, c'était une déformation par rapport à la présentation publique. Et là, dans le petit débat, je pense quand le scénariste qui a mis ça en scène en disant certains pensent 2, 4, d'autres 22, il avait ces exemples en tête qui ont pourri le débat sur l'écologie pendant si longtemps aux États-Unis. Quelque chose sur quoi j'aimerais insister aussi, c'est le fait que ce petit film qui parle de mathématiques, il se passe au niveau de l'école primaire. Qui est, même si aujourd'hui, ces temps-ci, et vous avez abordé là-dessus tout à l'heure, on parle dans tous les médias partout de mathématiques au lycée, c'est légitime, mais ce qui se passe au primaire est bien plus important et bien plus grave en ce moment, au sens où ça détermine tout. Quand vous regardez les courbes, les stats, les comparaisons, mathématiques, c'est très cruel. Si vous décrochez au primaire, vous ne rattrapez pas au collège. Si vous décrochez au collège, vous ne rattrapez pas au lycée. Et aujourd'hui, nos jeunes décrochent au primaire. Et une des raisons pour lesquelles nos jeunes décrochent au primaire, alors il y en a pas mal, mais il y a de l'incompréhension entre enseignants et entre les jeunes, et pour beaucoup, le manque d'accompagnement des enseignants. Manque d'accompagnement, ça peut vouloir dire, comme dans le film, une hiérarchie qui ne soutient pas en cas de problème et en cas de conflit avec des parents. Ça peut aussi vouloir dire manque de clés pédagogiques qui sont données aux enseignants. Manque de formation. En 2018, je rendais un rapport au gouvernement avec un inspecteur général, Charles Torossian, sur le problème de l'éducation mathématique en France et la question de comment remédier à une situation où depuis 30 ans le niveau mathématique en France dans les écoles et dans les lycées a baissé, depuis 30 ans sont discontinués, qui nous voit arriver maintenant en queue de l'OCDE sur certaines compétences telles que maîtrise des fractions. La recommandation numéro 1, l'ensemble numéro 1 de recommandations sur les 21, disons, les plus importantes, portées sur refonte de la formation des enseignants, en particulier à l'école primaire, formation initiale, formation continue. Puis il y avait d'autres mesures sur les questions de programme, sur les questions de club et tout ça, mais les questions les plus importantes étaient sur la formation des enseignants et sur son corollaire qui est le recrutement des formateurs ou des accompagnateurs de la formation, qui ici est le sujet le plus important. Vous avez beau faire quelques programmes que ce soit, ou quelques plans de formation que ce soit, si vous n'avez pas les formateurs en face, si vous n'avez pas les personnes qui seront sur place en train de transmettre d'humain à humain le savoir-faire, il ne se passera rien. Et c'est ça dont on s'était rendu compte pendant le rapport, c'est que le réseau humain était manquant. À la fin, tout se passe dans cette architecture humaine, dans ce contact de terrain. Mais en tout cas, je voudrais insister là-dessus, la question de l'école primaire, elle est bien plus importante que la question du lycée. Et sur les 4 dernières années, on a passé dans le débat public, on a passé à peu près 90 à 95% du temps d'antenne et de la bande passante à parler du lycée plutôt qu'à parler de l'école primaire. Et donc c'est bien de reparler de l'école primaire. Tout ça, c'était quelques petites réactions, on pourra revenir sur d'autres, mais j'aimerais bien à partir de là maintenant parler un petit peu du thème et de la question. À quoi ça sert de faire des maths à l'heure du numérique
et de la fracture écologique. On va découper ça en 3 questions. En premier, à quoi ça sert de faire des maths tout court? Alors ici, j'ai pris l'usage mathématiques au pluriel, même si en fait j'aime pas ça. Il n'y a aucune bonne raison pour laquelle on mettrait mathématiques au pluriel. C'est un archaïsme de la langue qui fait que, avec les temps, on s'est habitué à conserver l'usage grec ancien d'il y a 2500 ans qui considérait qu'il y avait 4 arts mathématiques. C'était à l'époque l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et de proche en proche, c'est devenu les mathématiques, mais c'est aucune bonne raison, hein, ça n'a pas de sens. Bon. Donc, j'essaierai de m'en tenir à la mathématique. À quoi ça sert de faire la mathématique? Il y a au moins 4 fonctions dans un cours de mathématiques, ou 4 fonctions pour lesquelles on peut s'intéresser à la discipline. La première est une fonction d'usage assez classique dans laquelle il vous faut des outils pour tenir votre comptabilité, faire vos courses, lire une statistique, qui peuvent relever aussi bien du simple fait de s'entendre sur des opérations. Si vous faites du commerce et qu'il y en a un qui pense que 2 plus 2 égale 4 et l'autre 2 plus 2 égale 22, ça ne va pas bien tourner rond. Et ce qui peut relever aussi de la compréhension et de l'interprétation. Quand vous lisez une statistique, comment il faut le comprendre, quel est le raisonnement, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, dans quel sens est la sélection, etc., etc. Et là, ça peut être très compliqué sur les questions de raisonnement. Encore hier, des collègues mathématiciens m'ont montré une erreur de raisonnement dans un article médical qui, je le crains, en tout cas, ils m'expliquaient les collègues, et ils étaient assez convaincants sur le fait que les conclusions de l'article ont eu un impact judiciaire non négligeable et continuent d'envoyer des innocents en prison. C'est une affaire qui est à suivre. Mais là aussi, quand il s'agit d'interpréter des nombres, s'entendre sur ce qu'on fait, quel est le sens de l'opération, ça peut être vital. S'entendre même sur quelle unité de mesure est important. Vous savez comment ou de quand date l'idée d'un système universel d'unité de mesure? La Révolution, très bien. Les révolutionnaires, en 1789, ils veulent tout changer. Dans une nation française, j'en parlais des Français, là vous avez entendu tout à l'heure dans le film, ils parlent des cocos de français. Cocorico. Mais c'est pas un hasard aussi qu'on parle de France dans un sujet mathématique. France reste, malgré ses déboires en éducation, reste l'une des 2 ou 3 nations les plus influentes en mathématiques dans le monde. Et si on regarde sur les 20 dernières années, en regardant juste les médailles Fields décernées, c'est la nation la plus décorée sur les 20 dernières années. Malgré tout, ça fait que 67 millions d'habitants. Hein. Bon. Il y a un truc entre mathématiques et France, ça dure depuis 350 ans au moins. On fêtera l'an prochain le quadricentenaire de Blaise Pascal, gloire française s'il en est, qui a donné son nom à une unité de mesure, qui a donné son nom qui a été l'un des instigateurs de la naissance des probabilités, un pionnier des transports en commun. La première idée de transport en commun, c'est Pascal, qui a été un des piliers de la philosophie, de la théologie, tout ce que vous voulez. Bref, il y aura des célébrations et tout et tout. Et le centre Blaise Pascal, le centre de calcul numérique du campus lyonnais, fera partie des célébrations, bien sûr. Ah oui, c'était aussi Pascal, le nom d'un langage de programmation que les gens dans ma génération ont appris à l'école pour l'apprentissage de la programmation. Pascal, ça a été le nom d'un billet de banque, bien sûr. C'est aujourd'hui le plus haut billet de banque en France. Pascal, c'est aujourd'hui le nom d'une start-up qui fait de l'informatique quantique. Enfin bon, plus qu'une start-up, même une entreprise. Donc Pascal, grand nom. Et la France, pays emblématique mathématique. Les Français révolutionnaires se disent on va tout reconstruire à zéro. À l'époque, il devait y avoir,
je pense pas exagérer en disant qu'à l'époque, la moitié des mathématiciens du monde étaient en France. On va tout reconstruire. On va reconstruire la carte des régions, hein. Et ça a été un truc de malade. Ils ont commencé par prendre la carte de France et la quadriller, 10 sur 10, en disant on va prendre ça comme département. Après, ils ont vu que ça tenait pas, ils les ont retouchés pour tenir compte des contours et tout. Ça a donné nos départements. Mais au départ, c'était vraiment une carte, un quadrillage carré. Ils ont été jusqu'à décréter qu'il y aurait des jours de 10 heures et que chaque heure ferait 100 minutes. Ça n'a pas tenu longtemps. Les gens ont râlé comme des malades. Vous saviez qu'on a des heures de 60 minutes? Ouais? Qui? Héritage babylonien. Vous vous rendez compte? Ça s'est maintenu à travers les siècles et les millénaires depuis la Babylone antique. Bien avant encore l'époque de la Grèce antique. On a gardé l'usage au fur et à mesure, de la même façon que tous les concepts grecs sur la géométrie et tout, ils sont été gardés dans l'usage et ça fait partie du pot commun. Bon. En tout cas, c'est la seule tentative que je connaisse à l'époque de la Révolution française de mettre à bas cet héritage babylonien, et ça n'a pas duré longtemps. Mais ils disent aussi, on en a marre des unités de l'Ancien Régime, où il y avait des milliers d'unités différentes pour les poids, pour les longueurs, pour tout ce que vous voulez. C'était pas la même unité de masse selon que vous mesuriez du seigle ou du blé ou de l'eau. C'était pas la même unité selon que c'était à Toulouse ou à Paris ou à Poitiers. C'était un truc de fou. Et ils se disent, on va uniformiser tout ça. Alors là, comme ils étaient incapables de faire quelque chose de simple et de pragmatique, ils disent, on va trouver une unité universelle qui sera celle-là même pour tous les peuples, pour tous les temps. Et c'est là qu'était le grand paradoxe, toujours en France. On va faire l'unité universelle et la France est la seule nation qui soit digne de porter ce grand projet universel. Et ils ont décidé qu'on allait partir. Vous savez comment on a défini le mètre? Une portion du diamètre, une portion de la circonférence de la Terre plutôt. Alors, il y avait deux tentatives. L'une qui disait 1 mètre, ça pourrait être la longueur d'un pendule qui bat la seconde. C'est qu'un pendule, l'oscillation d'un pendule pour les petites oscillations, ça dépend que de la longueur, pas de la masse du pendule. Et il se trouve qu'un pendule d'1 mètre bat à peu près la seconde. Manquait pas beaucoup, ça c'était une possibilité, sauf qu'ils n'ont jamais réussi à s'entendre pour savoir s'il fallait, comme la gravité change légèrement d'un endroit à un autre de la Terre, et ils n'ont jamais réussi à s'entendre, savoir s'il fallait que ce soit le pendule à Paris ou à Londres ou en Amérique, et donc ça a capoté. Alors après dire on va prendre une partie de la mesure de la Terre, ça semblait universel. La 40 millionième partie du tour de la Terre, de méridien, et donc les voilà en dans le tumulte qui a suivi la Révolution française, alors que la France était en guerre avec essentiellement tout le reste de l'Europe. L'Académie des sciences qui se met en tête d'envoyer une expédition de 2 astronomes mathématiciens brillants, Delambre et Méchain, mesurer, séance tenante, une portion du méridien avec la plus grande précision possible. Une expédition qui allait leur demander des années et des années, et en expliquant que c'était à partir de ces mesures ultra précises qu'on définirait l'unité de mesure, et que c'était la mission la plus importante dont un être humain ait jamais été chargé. Ils n'avaient pas peur de l'emphase. Toujours en France. Et ici, vous voyez aussi tout l'esprit qu'il y a derrière la mathématique. Mesurer la Terre, c'est une histoire qui commence en mathématiques avec Ératosthène, et où, à partir de quelques considérations de trigonométrie et de géographie, on donnait une estimation assez précise de la mesure de la Terre. C'est une entreprise qui continue de manière ultra précise, encore en trigonométrie et en géométrie et en mesure de terrain très efficace.
au moment de la Révolution française, et c'est une opération dans laquelle, finalement, c'est la France qui a donné le là, avec le congrès qui a été organisé à Paris, après le retour de Delambre et Méchain, pour traiter leurs résultats et en déduire le tour de la Terre, était le premier congrès international de mathématiques du monde, dans l'histoire. Donc, un pays très très marqué, la France, par l'idée mathématique. Mais, en filigrane, derrière ce que je vous dis, on voit les motivations. Pourquoi faire des maths et qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée mathématique? Trouver les règles universelles du monde, et le mot universel est important, et le mot universel est un mot qui a accompagné toute l'histoire de la construction française, avec cette idée qu'il fallait trouver des règles universelles gouvernant des gens aussi différents que ceux qui avaient au nord de la France, au sud de la France, parlant des langues différentes, avec des habitudes différentes, des climats différents, et que c'était avec ça qu'on allait faire nation. Expliquer ces règles, parler, les montrer, ça, très très français aussi. Et puis, travailler jusqu'à la plus grande précision possible, jusqu'à l'extrême. Alors, à quoi sert de faire des maths dans n'importe quel sujet où s'invite un besoin de confronter des résultats, d'objectiver, de faire du contradictoire éventuellement, et un besoin de règles universelles, vous retrouvez des questions mathématiques et des équations mathématiques. Alors, une fonction mathématique, donc les usages du quotidien, mais aussi, dans ce que je viens de dire, quelque chose qui vient soutenir toutes les sciences. Une troisième fonction d'un cours mathématique, d'un enseignement mathématique, c'est la question du raisonnement. Raisonnement déductif, et la discipline mathématique est la seule dans laquelle le raisonnement est fondamentalement déductif. On part des hypothèses pour arriver aux conclusions par le raisonnement logique, là où dans tous les principaux champs de l'expérience humaine et des sciences en général, le cheminement est inverse. On part du sensible, on part de ce qu'on peut toucher, et on cherche à généraliser pour avoir des lois générales. Un quatrième rôle, que j'ai commencé à évoquer ici en vous parlant de l'histoire du maître, c'est la question culturelle, l'importance, l'impact de la mathématique dans l'histoire et la géographie des activités humaines. Alors, un petit peu de géo-historique mathématique. D'abord, petite devinette. Il existe 3 pays dans le monde, et 3 seulement, qui n'ont pas accepté le mètre comme étalon de longueur. Donnez à votre avis. Non, la Chine a accepté. Oui, les États-Unis font partie des 3. Non, l'Angleterre a adopté le mètre. Les autres, vous aurez plus de mal. Le Myanmar et le Libéria. Ouais. Mais les Américains n'ont jamais accepté le mètre. Et ça fait partie de tous les paradoxes encore. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples de grandes étapes historiques ou de grands sujets scientifiques dans lesquels une question mathématique a pu jouer un rôle central, déterminant, qui a changé la donne dans, qu'est-ce qu'on va dire, des événements qui s'invitent dans l'histoire, dans les cours d'histoire ou dans les cours ou dans les avancées technologiques les plus célèbres? Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, aller sur la Lune, oui, bien sûr. Sans pilotage mathématique, impossible de faire les calculs qui vont mener à envoyer un vaisseau sur la Lune, et impossible en particulier de faire le contrôle de trajectoire. Vous voulez envoyer votre fusée ou ce que vous voulez, si vous le laissez juste aller, il vous suffit de toute petite erreur, imprécision de départ pour que ça grandisse. À un moment, il faut faire une correction. La correction, elle doit se faire de telle ou telle façon, pilotée. Il vous faut pour ça un contrôle de ce qui se passe sur la trajectoire, une compréhension des équations. Et une mesure qui est faite en réel. C'était possible seulement à partir du moment où on avait des ordinateurs. On reviendra sur les ordinateurs dans quelques instants. D'autres exemples, ouais. Les mathématiques
derrière la physique quantique. Sans mathématiques, pas de physique quantique. C'est même la théorie, le premier exemple d'une théorie physique qui naît à partir d'un formalisme complètement mathématique. Après les bases, les lois de base telles qu'elles ont été formulées par des gens comme Einstein ou Planck, les deux grandes théories quantitatives de prédiction des phénomènes quantiques, deux théories parallèles et équivalentes, l'une de Erwin Schrödinger, l'autre de Werner Heisenberg, étaient ultra mathématiques. L'une reposait sur l'analyse d'une équation linéaire aux dérivées partielles, qui s'écrit avec un I laplacien, I le nombre complexe laplacien et puis un hamiltonien. L'autre, par Heisenberg, qui est du calcul matriciel. Un autre exemple. La mesure du temps. Mesure du temps, bien sûr. Grosse aventure, bourrée de mathématiques, dans laquelle une des étapes fondamentales, par exemple, est la découverte par Huygens, ou Huygens, selon comment vous prononcez, des courbes mathématiques dites isochrones qui permettent, quand on enserre un balancier, de corriger la petite erreur qui est due à ce que l'oscillation dépend légèrement, la période dépend légèrement de l'amplitude. D'autres exemples, oui? L'architecture. Architecture, évidemment, c'était même parmi les premiers exemples historiques, sans mathématiques, pas de grande construction, pas de temple, mais même, il y avait une époque où les maçons sur le tas savaient bien que pour vérifier qu'un angle est droit, on applique la réciproque du théorème de Pythagore, et étaient entraînés à vérifier que d'un côté il y a 3, de l'autre côté il y a 4, et que ça fait 5 quand on prend les deux. La réciproque du théorème de Pythagore, comme on les apprend à l'école, y compris des gens qui ne sont jamais allés à l'école, mais qui ont ce savoir empirique. Ouais. Cryptographie, code secret, depuis les plus anciens codes, ce qu'on appelle parfois code de César, jusqu'aux codes actuels, soit qu'il s'agisse de compresser des images, soit qu'il s'agisse de faire des transactions sécurisées, les codes RSA qui reposent sur des multiplications dans les racines dans les racines énièmes de l'unité, ou tout ce que vous voulez. Et ça fait lien aussi avec la physique quantique, les toutes dernières recherches sur les codes quantiques et la façon de transmettre des codes que la physique garantit comme totalement sécurisés à partir des phénomènes d'intrication quantique, ceux qui ont valu le prix Nobel à Alain Aspect. Ça ne garantit pas que vous pouvez la sécurité absolue, bien sûr, parce qu'il y a toujours la possibilité de soudoyer quelqu'un et ainsi de suite. Historiquement, est-ce que vous pouvez me donner une période ou un événement majeur qui aurait été différent, sans calcul, sans résultat de mathématiciens et sans équipe mathématique? Ouais. La bombe nucléaire, oui, sans le projet Manhattan. Maintenant, Enigma. Enigma est... Alors, la bombe nucléaire est plus importante par l'héritage que ça a laissé. Ce sont des débats qui sont toujours maintenant et qui sont toujours des problèmes existentiels pour toute société. On a encore les débats, savoir si la Russie va utiliser l'arme nucléaire et autres. Mais par rapport à l'histoire, Enigma c'est plus important. Sans le travail fait d'abord par les mathématiciens polonais juste avant la guerre et ensuite par les mathématiciens britanniques pendant la guerre pour déchiffrer les codes secrets utilisés par les nazis, il aurait été techniquement impossible de faire le débarquement de Normandie en juin 1944. Il faut se rendre compte que pendant toute la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés étaient en capacité de décrypter toutes les conversations les plus secrètes du commandement nazi. Et Churchill lui-même disait, c'est grâce à ça qu'on a gagné à la fin. Pourtant, ça a été extrêmement difficile. Même avec ça, il faut imaginer ce que ça aurait été sans ça. Et certainement, la guerre aurait duré 1 an, 2 ans de plus, ou peut-être la bombe atomique aurait été utilisée en Europe, on ne sait pas. Ça aurait été en tout cas, le cours de l'histoire aurait été radicalement différent. Ça s'est joué dans quelques cerveaux. Hein. Les Polonais, c'était une équipe de 3. C'est un petit miracle qu'ils soient arrivés à faire ce qu'ils ont fait. Du côté britannique, ils étaient beaucoup. Avec Alan Turing, le plus médiatique, le chef d'orchestre. Le film qui a été fait là-dessus est horrible, abominable.
le film Alan Turing, The Enigma. Mais sans lui, on n'aurait peut-être pas eu la solution à l'époque. Et il y a encore un mystère de savoir comment il est arrivé à faire ce qu'il a fait. Ça s'est joué à quelque chose de très peu, et on pouvait argumenter, c'était la première fois qu'il y avait un résultat de bataille mondial, en tout cas un résultat mondial qui dépendait du résultat d'un problème mathématique précis. Ça, ce sont des exemples importants. Alors, quand on pense pourquoi faire des maths, il faut garder tout ça en tête, et pourquoi faire des maths à l'heure du numérique, il faut le garder en tête aussi. On est sur l'exemple d'Alan Turing, on se souvient que l'informatique est née de la mathématique, que les ordinateurs ont été imaginés par des gens et des équipes qui avaient tous la double culture mathématique et ingénieur. C'était Turing, Shannon, von Neumann, Wiener, et qui à la fois avaient le souci de ce que c'est que les fondements de la logique, y compris dans des questions extrêmement sophistiquées, compliquées, qui paraissaient très abstraites, et le souci, tous, de la résolution des équations différentielles, les équations qui vous faisaient rire tout à l'heure quand on vous parlait d'équations de Landau, équations de Boltzmann, ou équations de mécanique des fluides en général, ou équations de Schrödinger, ou équations de Navier-Stokes, ou équations d'Euler, ou tout ce que vous voulez. Il y en a des centaines qu'utilisent les mathématiciens et les physiciens. C'est une aventure qui commence au XVIIIe siècle jusqu'à maintenant. Jusqu'aux ordinateurs, on était incapable de les résoudre, de voir comment ils étaient, de les simuler, d'avoir une idée de leur solution. Donc ça, c'était un enjeu énorme pour eux. Et puis, souci aussi, ils avaient appris ça pendant la guerre, de travailler vite, efficacement, d'avoir des résultats et d'utiliser ces circuits électriques pour donner les réponses. Un ordinateur, c'est rien d'autre qu'une machine à transformer un énoncé mathématique en une machine physique. Quelque chose dans lequel c'est le jeu des électrons, du courant électrique, qui s'occupe de faire le raisonnement logique et d'aboutir à la conclusion ou au résultat. Et donc, numérique, on peut se dire, et c'est un raisonnement qu'on a entendu bien des fois sur les 30 dernières années, y compris par des personnes haut placées, du style, maintenant que les ordinateurs sont là, c'est plus la peine de faire des maths. Ça n'a aucun sens. Évidemment, les calculs passent au second plan. Au XVIIIe siècle, vous aviez les mathématiciens étaient encore des super calculateurs, ou parfois embauchaient des calculateurs humains pour faire leurs calculs avec des choses phénoménales. Gauss faisait sans sourciller des multiplications avec 12 chiffres après la virgule pour deviner numériquement les résultats des théorèmes en regardant dans les yeux des chiffres extrêmement précis et tout. Mais là maintenant, ce n'est plus le cas. Et vous avez bien des mathématiciens contemporains qui sont juste des billes en calcul. En revanche, du fait que le numérique vous permet d'avancer et de résoudre plus d'équations, vous avez d'autant plus d'opportunités pour des mathématiciens de travailler là-dessus. Beaucoup plus de problèmes qui peuvent se poser avec du numérique à résoudre. Hier, j'étais à l'École normale supérieure de Lyon pour discuter avec un biologiste spécialiste de systèmes complexes qui me montrait un problème d'analyse mathématico-statistique qu'il avait fait avec son équipe, dans lequel il s'agissait de cartographier tout le bassin versant du Rhône et toute la région Rhône-Alpes, côté français seulement, malheureusement ils n'avaient pas pu avoir accès aux données suisses, d'évaluer l'état des sols parcelle par parcelle, de faire dans la durée une évaluation écosystémique de la santé des sols selon divers indicateurs entre telle année et telle autre année. C'est un énorme problème de repérage écologique, c'est un énorme problème d'analyse mathématique aussi, avec un énorme problème aussi de réalisation et de mise en œuvre informatique. Mais les deux vont de pair. L'informatique ne remplace pas le mathématicien, mais le développement de l'informatique permet aux mathématiciens de travailler sur davantage de problèmes et de s'inviter dans bien des sujets qui leur seraient restés fermés sinon. Ça démultiplie leur impact. De sorte qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de mathématiciens à travers le monde avec une amplification du numérique phénoménale. Et puis, à l'heure du numérique, on a vu aussi que dans un monde numérique précisément, où l'algorithme peut avoir une puissance considérable, les personnes ou les institutions qui ont les bonnes idées, le bon cœur mathématique,
peuvent les exploiter avec la puissance du calcul. Pourquoi est-ce que Google a pu faire, plutôt que les autres, des engins, des moteurs de recherche qui fonctionnent si bien? Pourquoi? Ah, mais quand ils se sont lancés, ils n'avaient pas plus de données que les autres. Ils n'étaient pas plus riches que les autres. Alors pourquoi? Ils avaient le bon algorithme. Il y avait Brin et Page. L'un d'entre eux était le fils d'un professeur de mathématiques bien connu dans le monde universitaire américain. Puis ils étaient malins, puis ils connaissaient les travaux de tels chercheurs italiens qui travaillaient sur le sujet, et puis ils ont compris que pour ce problème de recherche sur le web, donc recherche sur le web en cherchant comment la structure des liens hypertextes du web mènerait automatiquement à des réponses plus pertinentes, ils ont compris qu'on pouvait résoudre ça avec un problème qui s'appelle une marche aléatoire renforcée sur un graphe orienté. Et la recherche des états stationnaires et des valeurs propres du graphe, valeurs propres plus précisément de l'opérateur de l'équation de la chaleur sur ce graphe, par le biais de cette marche aléatoire. C'est poétique. C'était le démarrage d'une aventure qui allait les mener à un moment jusqu'à être, à une époque en tout cas, peut-être l'entreprise la plus riche, la plus puissante du monde. Alors il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait la bonne idée, il y avait le bon génie de la mise en œuvre commerciale, de la publicité, tout ce que vous voulez, mais sans le cœur mathématique, il n'y avait aucune possibilité de se lancer. Pas de prise. Donc ça vous indique bien pourquoi faire des maths. Au contraire, encore plus à l'heure du numérique. Maintenant, à l'heure de la fracture écologique. Parce qu'on pourrait se dire, tout ça c'est bien joli, mais dans une époque où c'est l'existence des sociétés qui est en jeu, où c'est tout qui s'écroule, est-ce que c'est pas un peu illusoire ou un divertissement sans intérêt de faire de la mathématique alors qu'on devrait tous être en train de travailler sur la transition écologique? À ça, on peut répondre de plusieurs façons. Un premier argument, comme vous l'avez compris avec mon petit exemple tout à l'heure sur la cartographie système complexe, c'est que mathématiques, ça sert diablement aussi pour faire de l'écologie. Et en particulier de l'analyse, du diagnostic, de la prédiction. Il y a quelques mois, Denis Meadows recevait le diplôme honoris causa à l'École normale supérieure de Lyon. Le diplôme honoris causa, c'est un diplôme universitaire honorifique qu'on vous donne pour vous célébrer et qui se fait entre pairs, telle université, en donnant à tel ou tel chercheur qu'elle veut célébrer. Denis Meadows, ça vous dit quelque chose? Rapport Meadows, 1972, c'était il y a 50 ans. Et c'est pour ça que c'était le cas maintenant. On l'appelle souvent rapport du Club de Rome, parce que le Club de Rome était un laboratoire d'idées, un think tank comme on dirait, qui avait missionné Meadows, mathématicien à l'époque, jeune mathématicien à l'époque, hein. Maintenant il doit avoir ses 80 ans ou quelque chose comme ça, ou 75, mais à l'époque c'était un jeune de 25 ou 30 ans, et sa mission, le Club de Rome lui avait demandé, est-ce que tu peux nous faire une modélisation de l'évolution du monde à venir et de savoir ce qu'il faut avoir en tête pour l'humanité pour bien le gérer. Rapport Meadows a été critiqué de tous les côtés, mais a tenu la route et tient la route. Rapport Meadows, à la fin des fins, c'est ce rapport sur les limites planétaires, rapport qui a été publié en France sous le très mauvais titre de Halte à la croissance, mais qui était plutôt les limites de la croissance. Et c'est un rapport qui était avant tout, qui a une influence considérable sur la pensée écologique mondiale, à tel point qu'on a dit que 1972 pouvait être considéré comme la première année de l'écologie politique, et qui, sur le fond, est un rapport technique d'environ 600 pages sur un ensemble d'équations mathématiques liées les unes aux autres.
il y a quelques centaines d'équations liées les unes aux autres, portant sur l'évaluation conjointe dans le temps de 5 quantités. L'une décrivant la démographie, une autre décrivant l'état de l'industrie, une décrivant l'état du potentiel agricole, une décrivant l'état de la pollution. Merci, il m'en manque une 5e. Pardon, les matières premières, merci, les ressources. 5 quantités, 5 compartiments, alors il y a des tas de combinaisons les unes aux autres, donc c'est vraiment des centaines d'équations qui relient tous ces compartiments. Le modèle s'appelait World 3, c'était une sorte de tentative de mettre le monde entier en équation, qui tient toujours plus ou moins la route au sens où les trajectoires... Alors, cela dit, il n'a pas proposé qu'une trajectoire, il a donné une douzaine de scénarios différents, de trajectoires, par rapport à ce que l'état de ces 5 quantités pourrait jouer, et aboutit à la conclusion que dans la plupart des scénarios, on trouvait à un moment un effondrement de certaines de ces quantités qui se produisait quelque part dans la première moitié du XXIe siècle. C'est la mathématique, c'est pour ça que j'insiste dessus. Et c'est l'un des textes qui a eu la plus grande influence sur la pensée écologique mondiale. Je ferai mon groupe de lecture cette année à l'école, à l'université Lyon 1, sur ce thème, pas sur World 3 parce que c'est trop compliqué, mais sur des thèmes liés, pour insister sur la place qu'a aujourd'hui les modélisations mathématiques dans ce genre de réflexion. Mais même si on ne connaît pas le rapport Meadows, quels sont aujourd'hui de très loin l'organisme scientifique le plus visible pour faire des analyses et des prédictions sur la marche du monde en termes écologiques? Le GIEC, oui merci. Dans le GIEC, il y a une composante de mathématiques, bien sûr. Il y a plein de monde, hein. Ce sont des centaines, des milliers de contributeurs. Vous avez des climatologues, vous avez des géologues, vous avez des physiciens, des chimistes, ce que vous voulez, vous avez des économistes aussi. Et puis vous avez des mathématiciens, bien sûr. Analyse de statistiques, modèles mathématiques, modèles de climat, modèles de météo, et ainsi de suite. Ça joue son rôle dedans. Et donc, c'est important aussi, même s'il s'agissait que de voir un but utilitaire là-dedans, important qu'on ait des mathématiciens et mathématiciennes pour travailler là-dedans. Cela étant, on va insister, et je terminerai là-dessus, sur un autre rôle encore. Et quand on dit écologique, il faut bien garder en tête qu'il ne s'agit pas seulement de la question physique, mais aussi des sociétés humaines qui sont comprises dedans. De toute façon, à partir du moment où, depuis Darwin, on considère bien l'humain comme faisant partie du vivant, la société humaine doit être considérée comme faisant partie de l'ensemble écologique qu'on cherche à modéliser, qu'on cherche à préserver, qu'on cherche à garder en bonne santé. Et de la même façon qu'il y a une problématique de biodiversité qui, à l'échelle mondiale, se manifeste de façon extrêmement inquiétante, pas moins inquiétante d'ailleurs que la question climatique, et pas plus simple à traiter, au contraire plus compliqué à traiter. De la même façon, la question de la diversité des compétences humaines fait partie des valeurs qu'on va appeler écologiques, fondamentales à préserver pour la santé d'une société. Et dans ce contexte, les compétences artistiques, scientifiques en font partie aussi, indispensables par leur diversité et leurs équilibres à l'avancée d'une société humaine en général. On a commencé ce cours en parlant des questions d'enseignement mathématique, et j'ai laissé de côté, pour revenir dessus, ce qui est, au-delà même de tout ce que j'ai dit, la difficulté numéro 1 de l'enseignement mathématique en collège et en lycée. C'est quoi? Ouais. Le sens, la formation, encore plus grave. L'envie, encore plus grave. Encore plus grave. La pénurie de profs. Pénurie de professeurs de mathématiques. Vous pouvez avoir les meilleurs programmes, les meilleures formations, les meilleurs tout. Si vous n'avez pas de profs, vous ne savez pas faire. Et c'est pas demain que vous aurez des tutoriels informatiques et tout ça. Pour l'instant, les rendements sont moyens, voire médiocres.
ou quand ils existent, s'il n'y a pas l'accompagnement humain pour aller avec, ça ne fonctionne guère. Pénurie de profs. Mais dans bien des sujets politiques d'aujourd'hui, les problèmes de pénurie de ressources humaines se posent. Centrale nucléaire, on peut discuter de questions de sécurité, de ci ou ça, mais un sujet majeur, c'est pénurie de ressources qualifiées. Pas assez de soudeurs, pas assez de techniciens, pas assez de ci et de ça. Et puis, on peut parler de la transition agricole tant qu'on veut, de la nécessité de sortir des pesticides, de sortir des engrais et tout ça. Mais il y a un sujet monstrueux, c'est qu'on n'a pas assez d'agriculteurs qui sont en chute libre, et que si on, dans ce domaine qui est déjà en chômage négatif, au sens où il y a énormément de demandes d'emploi qui restent non pourvues, on a besoin en une génération de recruter, selon les bonnes estimations, quelque chose comme 500 000 agriculteurs. Pénurie. Et bien là, gardez ça en tête, dans un contexte où nous sommes aussi, par rapport aux besoins, en pénurie d'étudiants en mathématiques, pour toutes sortes de fonctions, le maintien, l'augmentation des effectifs de personnes qui, à différents niveaux, ont compétences mathématiques et savent l'exercer sur tel et tel sujet, ça participe à la bonne santé de la société dans la diversité de ses talents, et c'est indispensable dans un contexte où la fracture écologique, elle n'est pas seulement environnementale, elle est aussi, aujourd'hui, au niveau de la société. Et ça n'empêche pas, même si vous êtes mathématicien et mathématicien expert dans un sujet qui n'est pas forcément en lien avec l'écologie, d'avoir par ailleurs un engagement écologique, et là pour le coup tout le monde peut s'y mettre, qui peut être soit politique, soit associatif, soit citoyen, soit familial ou ce que vous voulez, dans un contexte et dans un domaine qui, de toutes les tendances politiques, est de loin celui qui a la plus grande résonance associative et citoyenne sur des formes variées. Et c'est sur cet appel, cette évocation de la conscience et de l'activité citoyenne que je conclurai ce petit topo discussion pour laisser la place aux questions des citoyens et des citoyennes. Vous voulez qu'on faire... En avant. Non, vous avez évoqué le sujet, puis vous terminez par ça, le problème de l'enseignement des mathématiques. Effectivement, je trouve que c'est un sujet majeur. Ma question, moi, c'est comment on fait pour y remédier. Quelle solution pragmatique on peut avoir au-delà des bons sentiments, dire il faut plus de profs, il faut arriver à enseigner les mathématiques correctement. Quelle solution on peut avoir? Il y a, disons, les outils techniques, les remèdes techniques que je ne vais pas aborder ici, qui vont être mettre sur pied une formation qui sera mieux organisée, systématique, comme ceci, comme cela, changer le cursus, changer tel et tel horaire, tout ça, que vous retrouvez par exemple dans le rapport que j'ai produit avec Charles Torossian en 2018, ou que vous retrouvez dans les débats. Les gens sont en train de débattre parfois de façon assez importante publiquement, et en ce moment des assises mathématiques, sur tel horaire, telle fonction, etc. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est le problème politique d'arriver à entraîner au niveau de la société le sujet, pour plus d'enthousiasme, plus de recrutement, plus de profs. Plus de profs, c'est très bien, on ne peut pas juste dire il faut plus de profs. Si vous vous contentez d'augmenter le nombre de places au concours, ça ne marche pas, vous vous retrouvez à recruter des personnes qui n'ont pas la vocation pour, ou sont juste pas à niveau pour ça. Donc ça veut dire arriver à susciter une envie de la part des citoyens. C'est vachement dur, mais il n'y a pas d'autre solution. C'est vachement dur parce que quand il s'agit d'aller contre
des questions de statut social, des questions de préjugés, des questions d'idées, des questions d'image. C'est extrêmement dur. Par action politique, lutter contre une image qui s'est introduite, par exemple sur la non-attractivité du poste d'enseignant ou sur tous les déboires qu'on peut avoir, comme présenté dans ce film de façon un peu satirique et un peu drôlatique. Vous voyez comme c'est difficile. Ça peut se faire que par un pilotage à plus haut niveau. Je veux dire au niveau où vous avez des paroles fortes de la part du gouvernement, des campagnes de communication, campagnes de publicité, quelque chose qui relève de la campagne de réputation, bien plus que des mesures techniques. Il y a les mesures techniques, mais la question qui va avec l'image et la réputation, ici comme impulsion, est plus fondamentale et plus difficile à résoudre encore. Après les mesures techniques, il y a une chose qui est extrêmement compliquée, qui a été pour moi extrêmement instructif à voir à l'œuvre, c'est que même si votre rapport est bon, et je veux le croire en l'occurrence, la mise en œuvre, c'est un cauchemar. Il y a les multiples niveaux d'administration qui ne transmettent pas l'information. Il y a le fait que les circuits financiers peuvent prendre la plomberie financière, on va dire, peut être complexe, tortueuse et après ne pas aboutir. Il y a les messages qui se perdent en route et ainsi de suite. J'aime bien appeler ça la viscosité de la mise en œuvre. C'est un outil absolument redoutable et vous arrivez à une situation où là, par exemple, le rapport que je vous évoque en 2018, je l'ai présenté sous les acclamations à l'Assemblée nationale. Le gouvernement était super content et le ministre l'a fait traduire dans plusieurs langues tellement il était fier qu'on ait abouti à ça. Les sociétés savantes étaient d'accord, l'Académie des sciences était d'accord, tout le monde était d'accord. 4 ans après, il est toujours appliqué qu'à moitié. Et il y a des rapports qui sortent en disant « oui, mais il manque tant de personnes, il manque ceci, il manque cela et tout ça », alors qu'il n'y avait aucune opposition. Alors, imaginez quand en plus il y a de l'opposition, comme ça va être encore plus dur. Mais là, c'est un ennemi invisible qui est redoutable, cette viscosité. Même si le plan est là et tout est bon, ça ne se fait pas. Alors, pour lutter contre la viscosité, on sait comment il faut faire aussi, redoubler d'efforts. Imaginez pagayer dans du miel. Ouf, ah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, ici, là-bas. Michael. Alors, vous dites qu'il faut donner envie et donc il faut que ça se fasse avec de la communication pour essayer de créer la passion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un véritable sujet sur la formation des professeurs depuis de nombreuses années? Parce qu'en réalité, on a toujours une histoire où un enfant qui vous dit « Ah, cette année, le prof, ça va pas du tout ». Et du coup, les résultats sont pas au rendez-vous, la passion n'est pas là. Et l'année suivante, sur la même matière, avec un autre professeur, votre enfant qui vous dit « Ah, j'adore, je comprends tout, c'est passionnant, il y a une façon de nous enseigner qui me plaît, et j'ai envie de découvrir le sujet ». Si vous ne pensez pas que véritablement, il ne faut pas une formation un peu universelle, ou pas, à peu près identique pour tout le monde, et qui donne envie? Alors, oui, maintenant, la formation qui donne la capacité de donner envie, elle n'est pas technique, en tout cas elle n'est pas classique, et ça relève peut-être plus même de coaching ou de séances où on parle de psychologie et d'autres choses que de sciences de sciences didactiques traditionnelles, où on va se demander, dans une séance de cours didactique traditionnelle, quel est l'exemple qu'il faut prendre en premier, quelle est la méthode et tout. Important aussi. Mais je suis d'accord sur le principe, oui, il faut garder en tête que, à la fin des fins, le bagage technique est important, mais s'il n'y a pas la motivation, et même motivation et fierté de l'enseignant, l'ensemble n'aboutit pas. Alors maintenant, quand on regarde au niveau international, les études PISA, les études TIMSS sont assez claires sur le fait que les facteurs déterminants dans la société sont, d'une part, la motivation, le statut social des enseignants, d'autre part, l'implication des parents dans le système éducatif, dans l'accompagnement des enfants et dans la coopération avec les enseignants.
Et puis, qui va avec, et de façon peut-être paradoxale, la liberté pédagogique des enseignants. Parce que si vous êtes transformé en robot, c'est pas du tout valorisant, parce que le fait de devoir prendre les choses en main vous amène à être bien plus impliqué, pas à une liberté totale, mais à une dose de liberté. Les pays dans lesquels les résultats scolaires sont les meilleurs en mathématiques, vous avez quelques exemples en tête. Brésil, pas si bon. Asie, très bon. Pourquoi? Asie, très bon. Numéro 1 pendant très longtemps, numéro 1 toujours, Corée du Sud. Pays dans lequel, alors pays qui a plein de problèmes par ailleurs, pays dans lequel le stress sur les gamins est phénoménal, pays qui a des forts taux de suicide, pays dans lequel la pression de la société, pas seulement sur les gamins d'ailleurs, est juste gigantesque, mais pays dans lequel les enseignants sont juste adulés, idolâtrés. Quelque chose d'inouï, dans lesquels ce sont les meilleurs des meilleurs qui deviennent enseignants. Et pays dans lequel, certes, il y a un cadrage qui est très fort, mais pays dans lequel, comme dans toute l'Asie, il y a une tradition d'émulation horizontale des enseignants les uns par rapport aux autres. Genre les enseignants qui assistent aux cours les uns des autres, qui se font des remarques sur leurs cours, qui cherchent ensemble à améliorer leurs exemples, qui font équipe. Autres exemples, pays nordiques, dans lesquels la tradition sur les élèves est beaucoup plus laxiste, c'est même le modèle inverse, très grande liberté dans les classes, mais dans lesquels il y a un très haut statut aussi, pour diverses raisons, et l'héritage remontant à des siècles en arrière, du statut d'enseignant. On va prendre d'autres questions. Ouais. Alors, j'avais le monsieur qui était là. Pardon, je me permets, c'est pas vraiment une question. Déjà, les professeurs sont bavards, mais alors en plus les politiques, alors les professeurs qui sont en plus politiques, là c'est foutu. Pour faire une remarque sur la remarque du monsieur tout à l'heure, moi je pense aujourd'hui que les enseignants qui sont recrutés après leur concours ont un excellent niveau de compétence et de motivation, parce qu'ils s'engagent dans un métier en fait qui est fortement dévalué d'un point de vue économique et social, comme ça a été dit par M. Villani. En fait, le problème, de ce que moi j'ai vu en étant à l'éducation nationale, c'est qu'il y a de plus en plus de professeurs qui ne sont pas recrutés sur la base de ce concours. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, vu que le terme liberté pédagogique a été employé, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas l'enseignant qui est mauvais dans sa classe, c'est qu'il y a une dynamique qui se crée au sein de l'établissement avec les élèves et qui dépend d'énormément de paramètres. Parce qu'un même enseignant, d'une heure de cours sur l'autre, avec des élèves du même niveau, il peut avoir des retours qui sont très positifs et très encourageants, comme des retours qui sont complètement destructeurs. Du coup, je pense que ce terme-là, le terme de communauté éducative qui est brandi par l'éducation nationale et qui est en vrai une belle chose, faut le faire vivre plus et pas se confronter aux enseignants comme ça, quoi. Alors j'avais d'autres questions, il y avait des gens qui avaient levé la main, la dame au fond. Bonjour, je me présente, moi je suis une habitante du quartier. J'ai 2 enfants avec 10 ans d'écart qui souffrent toutes les 2 de dyspraxie visuospatiale, ce qui m'a beaucoup fait méditer et notamment qui m'a fait faire nuit blanche la nuit dernière pour pouvoir venir à cette conférence parce que je suis complètement profane. Il me semble avoir lu en physique quantique l'histoire de la mémoire de l'eau. Je pense qu'il y a une mémoire réelle chez l'individu qui fait que nous ne pouvons pas nous extraire de la temporalité de notre vie. Et je voudrais savoir en fait ce que vous en pensez, c'est-à-dire que nous avons quelque chose qui est très, comment dire, historiquement, malheureusement la littérature mathématique vous voyez, tout ce que vous m'apprenez aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu moi en maths. C'est certes, j'ai décroché en terminale. Donc, mais ce que j'essaye de dire, c'est que, comment dire, il y a une transmission qui se fait de la part, effectivement, de la société, c'est-à-dire les parents, les professeurs, les élèves. C'est une histoire collective, effectivement, et c'est ce qui
marque un petit peu notre territoire aujourd'hui. Aujourd'hui en France, j'ai l'impression que beaucoup de choses sont dévaluées, et notamment les difficultés que peuvent rencontrer des élèves et d'autres. Moi j'ai une enfant par exemple qui a 9 ans, une qui a 19 ans. Ma fille de 19 ans a complètement décroché. Je me suis battue jusqu'en 6e parce que je voyais qu'elle avait un problème pour qu'on mette le doigt dessus. Rien d'exceptionnel, c'est juste une dyspraxie. Ça peut pas... voilà. Mais malheureusement, elle a décroché. J'ai une enfant de 9 ans qui souffre du même problème, qui est scolarisée à Lyon, à la Duchère. Moi, j'ai scolarisé mes enfants longtemps dans le privé, pensant que je leur apportais une meilleure éducation. Je me suis rendu compte que la pluralité est quand même importante, et que, notamment dans la laïcité, aujourd'hui telle qu'on la conçoit, il est important aussi d'apporter à nos enfants la meilleure des ouvertures pour pouvoir justement évoluer. Je ne m'arrête pas à ça. J'essaye de vous dire qu'en fait, si j'ai souvent entendu, lorsqu'on parle d'enfants ou de parents et de planète et d'écologie, on parle de nos enfants, de nos petits-enfants. L'héritage qu'on laisse, il a une empreinte sur la vie en général et la périodicité, enfin je ne sais pas comment vous dire ça, mais voilà, on a envie de faire quoi? D'être humble face à notre ignorance et de chercher des solutions, ou bien de pointer des difficultés et de laisser nos enfants dans cette mélasse. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Mais évidemment, la notion de individu à l'intérieur de la société et d'un contexte est fondamentale. La dynamique qui se fait, et ce que vous évoquez résonne avec ce que disaient certains des intervenants précédents, qui fait que c'est pas juste, comme ça a été pourtant le cas bien souvent dans les études classiques didactiques, une sorte de triangle entre le savoir, le maître et l'élève, avec un maître qui fait juste l'intermédiaire entre le savoir et l'élève. Mais c'est bien plus compliqué. C'est un élève parmi une classe et un élève avec ses singularités éventuelles, à la fois pouvant se retrouver dans une situation de difficulté liée à ses particularités ou dans une situation de difficulté liée à son entourage ou à l'adéquation entre lui et elle ou elle et son entourage. Et vous ne pouvez pas vous en sortir si vous avez juste une modélisation abstraite de la chose et que vous faites abstraction de tout le contexte. De toute façon, on le sait bien, dans n'importe quel domaine culturel, à quel point la dynamique de groupe et de société est importante. Ça serait absurde de faire une histoire de l'art où on ne tienne pas compte du fait qu'il y a des écoles, des cultures, qu'à telle époque, l'art se développe en Italie comme ceci ou comme cela, qu'à telle époque, c'est l'art religieux, que tel ou tel peintre va être influencé par ce qui l'entoure, tel ou tel compositeur aussi, qu'on ne composait pas pareil en Chine, en France et ainsi de suite. Et on sait bien aussi en recherche mathématique, c'est pas la même façon de voir les problèmes et pas les mêmes techniques qu'on va apprendre dans tel ou tel laboratoire. Même le simple fait de passer, par exemple, au début de ma carrière, je l'ai fait en laboratoire parisien, dans la foulée de mes études supérieures, puis ça a été dans un laboratoire lyonnais, ça a changé la donne. C'est une dynamique collective. Et évidemment que dans l'éducation, ça joue aussi un rôle majeur. Collectif au niveau de l'éducation, collectif au niveau des élèves, et collectif avec la question des parents, et l'implication des parents qui jouent dedans. Beaucoup plus difficile à modéliser que simplement une abstraction. Donc, et que ça soit formalisé ou juste pris de façon pragmatique, il faut le faire il faut le voir comme une question de groupe, de société. Alors, je vais prendre les deux dernières questions, et puis après, vous inquiétez pas, de toute façon, après, il y a un pot qui vous est offert. Alors, attends, prends toutes les questions et je m'engage à faire juste une phrase par question. Waouh. Ok, alors on va commencer par le monsieur au fond. On va commencer par le monsieur au fond, après il y a ce monsieur-là. Monsieur au fond, allez-y. J'ai pas vu de monsieur. Le monsieur au fond ne pose plus sa question. Bah vas-y, toi. Vas-y. Maëva. En fait, à l'heure actuelle, je crois que une des sciences les plus poussées, du coup, c'est Maëva, vas-y. Tu veux que je te passe le micro? Oui, bonjour. Je vais te passer le micro.
passer le micro à Maëlle. Le micro, ça colle. Exactement. Bonsoir. Du coup, une des sciences les plus poussées, c'est la science quantique. Et moi, j'aimerais savoir si vous pensez qu'on pourrait aller plus loin, et surtout en termes par rapport au temps, tout ce qui est retourner dans le passé ou aller dans le futur. Parce que je suis pas sûre, et je suis pas sûre que c'est vrai, mais il y a des scientifiques qui ont réussi c'est joué à quelques millièmes de seconde à arrêter le temps, ou du moins le ralentir, et sur l'échelle de la vitesse de la lumière. Enfin, je sais pas si c'est totalement vrai cette expérience, mais est-ce que vous pensez que ce serait possible du coup? Alors, passe le micro à une autre personne qui lève la main. Alors, c'est qui la personne la plus proche de toi qui lève la main? Toi? On parle de... Je vais faire juste une question très courte. Moi, vous m'avez convaincu quand vous me parlez de savoir qu'il faut faire des maths à l'heure du numérique et à l'heure de la fracture écologique, mais les enfants que je vois, les jeunes personnes, pour eux, le numérique, il est bien possible que ça se résume aux réseaux sociaux. Et c'est pas ce numérique dont vous avez parlé. Et le problème, c'est qu'ils ont le nez collé à la vitre, et ça les empêche de développer leur esprit. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme système pour entraver ce phénomène? Bonjour, la place des femmes aujourd'hui dans la mathématique. Tous les noms que vous avez cités sont des hommes. Où en est-on? Alors pour vous dire qu'on aura le projet d'ailleurs de faire venir, grâce à Cédric, une mathématicienne très reconnue justement de l'ENS de Lyon. Alors, j'ai lu dans Reporter il n'y a pas longtemps, je crois que c'était suite aux rencontres de Cluny de cet été, que vous étiez relativement critique envers toutes sortes de techno-solutionnisme aux problèmes climatiques et aux problèmes donc environnementaux, certainement parce qu'ils étaient trop voraces en ressources et en énergie, et donc aggraveraient peut-être le problème au lieu de le résoudre. Du coup, donc, quand on pense aux sciences, et mathématiques en particulier, il y a tout un champ qui est extrêmement développé, champ de l'intelligence artificielle, big data, etc. Et vous nous avez dit que c'était essentiel pour des sciences prédictives, en fait, pour faire des diagnostics, etc. Mais la question, en fait, c'est quel champ des mathématiques vous penseriez que ça serait intéressant de développer pour développer de l'ingénierie low-tech et en fait peut-être que ça pourrait donner du sens à certaines formations d'ingénieurs, de trouver des technologies résilientes, frugales, sobres, et qui auraient besoin quand même de théories calculatoires un peu poussées. Il y avait des gens devant. Bonsoir. Ça va venir à vous, vous inquiétez pas. Il a dit qu'il synthétisait tout en une phrase. Une phrase chacun, chaque question. Mais oui. Alors moi, il y a 3 heures avant de venir ici, je n'aimais pas les maths. Et là, je pense qu'en sortant, je vais aimer les maths. Bonsoir, je vais peut-être être un tout petit peu hors sujet, mais en fait, moi, la question, c'était est-ce qu'il y a un domaine ou plusieurs où la mathématique n'a absolument pas sa place, comme le paranormal ou les sciences un peu, voilà. Je sais pas, les médiums, les gens qui tirent les cartes, les gens qui voient l'avenir. Ok. Je trouvais ça intéressant de voir si les maths avaient leur place là ou absolument pas. Fais-nous passer le micro vers l'avant. Monsieur. Il y a un monsieur qui est là. Une dame aussi. Non, Oui, ça va arriver à vous, enfin. Juste, oui, quand on était étudiant, on nous apprenait, vous mettez dans une boîte de pétri une culture, des bactéries quelconques, et la culture se développe, et puis une fois à un moment, quand tout le nutriment a disparu, il y a une chute libre de la culture et la bactérie disparaît en fait. Donc, ce matin, on a entendu qu'on était passé à 8 milliards. C'est un mathématicien, enfin, les mathématiciens nous ont appris ça. Est-ce que, dans le cas de la fracture écologique, je ne sais pas si c'est un mathématicien qui éteindra la lumière quand on ne sera plus là, mais qu'est-ce que vous pensez des opinions de Malthus ?
Bonsoir. C'est mathématique. Vous parliez tout à l'heure de prédictibilité à travers des modélisations mathématiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a des champs dans lesquels on devrait justement s'abstenir de faire de la prédiction? Et je pense notamment au film Minority Report, où il était question de prédictibilité sur la commission de crime. Tu vas y arriver. Est-ce que les gouvernements aujourd'hui ne devraient pas être constitués uniquement de scientifiques? Je l'ai enfin, je ne lâche plus. Tu me le rends après. Moi j'aimerais parler de plaisir, en fait. Et le cerveau est quand même une machine à inférence, avec une rétribution à la fin. Et c'est vrai que moi j'ai essayé toujours, avec mes enfants aussi un peu, de leur introduire cette notion de plaisir dans le raisonnement. Les Anglais ont cette expression de braingasm qui veut quand même dire quelque chose. Et quand on a arrivé à la solution d'un problème de mathématiques, quel que soit le problème, on a ce moment de joie. D'ailleurs, avec l'âge, quand on est dans le pur plaisir d'exister, on se rend compte que le cerveau est quand même un des objets qui nous procure pas mal de plaisir encore. Ma question, c'est est-ce que dans l'éducation à l'heure actuelle, on se pose la question du plaisir à la mathématique? On a fini ou il en reste? Ah, il te reste toi. Il reste toi. Ah, il en reste encore. Oui, une petite remarque, retour d'expérience. Moi, j'ai travaillé en éducation spécialisée dans des instituts thérapeutiques et pédagogiques pour des enfants souffrant de troubles du comportement, etc. Et je rejoins un petit peu le propos de monsieur avec une petite métaphore sportive. C'est-à-dire que moi, je leur expliquais que les mathématiques, c'était comme la gym, c'était comme le sport, mais ça servait à développer le cerveau. Voilà, tout simplement, et c'était un moyen pour permettre à des jeunes de renouer avec les mathématiques alors qu'ils en étaient complètement éloignés. Alors je ne sais pas si ça peut marcher pour tout le monde, mais enfin en tout cas, la question du sens derrière. Il y avait quelqu'un d'autre? Oh, je vais faire son micro. Oui, moi, j'en reviens à la difficulté de trouver des formateurs pour former des professeurs. Et il me semblait que, maintenant, on ne fait pas souvent redoubler les élèves. Et on arrive à avoir des classes avec des niveaux extrêmement différents. Alors, on était parti du principe que le haut allait tirer ceux du bas vers le haut. Mais on demande, étant donné que le niveau baisse, si ce n'est pas le contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des espèces de classes de sélection quand même de ceux qui sont bons foncièrement dès le départ en mathématiques qui fait 8, et puis essayer de les faire avancer à leur propre rythme, pour avoir au moins un pool de mathématiciens qui soient capables après de former des profs. Et quant au jeu de ce que disait monsieur, là, moi, je me suis trouvée à l'étranger dans une école française à prendre quelques classes en mathématiques, alors je ne suis pas prof, je suis ingénieur mais pas prof. Et en fait, je leur présentais toujours ça comme un jeu. Et à la fin, ils adoraient des maths, ils voulaient 2 heures en plus, il y avait des crédits. Donc, le fait de faire passer ça comme un jeu de société, on a des règles et puis il faut se débrouiller à trouver la solution. Et sous cet angle-là, ça passait assez bien. Bon, maintenant, c'était des petits effectifs et puis qui étaient pas insolents, qui étaient corrects. Donc, forcément, on ne perdait pas de temps aussi. Il y a notre camarade de l'équipe féminine, de la Duche. Est-ce que les mathématiques sont négligées aujourd'hui? Vous voulez le micro? Vous en avez besoin? C'est bon, vous pouvez y aller. À votre avis, est-ce qu'on veut encore véritablement d'un enseignement mathématique et scientifique? On veut, qu'est-ce que vous entendez par on? Les décideurs. Ah oui. La politique. Moi, je pourrais rajouter, est-ce que c'est vraiment toujours les maths qui prennent le dessus sur le littéraire? J'ai souffert de ça au collège-lycée. Si on était matheux, obligatoirement, on était un très bon élève, très intelligent. Et si on était plutôt littéraire, en gros, si on n'avait pas un bac S, on était déjà un peu, dès le départ, mis de côté. C'est-à-dire que les maths prenaient tout le dessus, tout le temps. Maths physique, bien sûr. Et ça, est-ce que c'est encore d'actualité ou pas? Et pour finir.
pouvez finir sur une question? Moi j'ai ma fille qui était en terminale et on a été confronté à Parcoursup. Alors je voulais savoir si Parcoursup, c'est l'algorithme qui fait que votre enfant a la chance de pouvoir entrer dans une section ou une autre, alors qu'elle avait choisi une autre option. Mais c'est pas du tout celle auquel on lui a proposé des choses. Je vous suggère que là tu as un peu de matière, je pense, pour répondre. Après, encore une fois, on a un pot dans lequel vous pourrez échanger aussi avec Cédric et continuer à l'échange autour de ça. Mais voilà, je vais déjà te laisser répondre. Allez, j'ai promis une phrase par question avec beaucoup de pistes. Pour ce qui est du retour dans le passé en physique quantique, à l'échelle d'une particule, il y a des expériences qui peuvent s'interpréter comme un retour dans le temps partiel et temporaire, si je puis dire. Mais à une échelle macroscopique, c'est pas près d'arriver. Pour ce qui est du numérique, non, quand on parle de numérique et d'apprentissage numérique et algorithmique, ce n'est pas de l'apprentissage de réseaux sociaux, ce n'est pas non plus de l'usage de technologies, c'est bien la question de comprendre le fonctionnement d'un algorithme, et ça s'apprend même dans certaines méthodes hors écran. C'est ce que propose une boîte française du nom de Coloris. Hors écran, je veux dire sans outils numériques. Apprentissage au numérique sans outils technologiques, mais avec des systèmes de couleurs, de jeu et tout ce que vous voulez. Là, on en vient justement là-dessus avec la question de la place des femmes en mathématiques, puisque la première personne à avoir fait de la programmation s'appelait Ada Lovelace, et c'était bien avant l'existence des ordinateurs. Ça a donné le nom au langage de programmation Ada, et elle reste une des figures emblématiques dans le domaine du numérique, avec une importance conceptuelle considérable. La place des femmes en mathématiques est très insuffisante, et c'est bien pour ça que vient de se lancer une initiative du nom de Systémique pour l'encouragement des carrières des jeunes femmes en sciences et technologies, dans laquelle je viens d'être recruté en tant que conseiller scientifique. Le technosolutionnisme, je le pourfends dans l'exposé de reporter que vous avez vu passer, dans le compte-rendu de reporter que vous avez vu passer, mais de façon plus détaillée dans une tribune de Ouzbek Erika qui s'appelle « Préservez-nous du technosolutionnisme », où il est bien décrit pourquoi la foi, parfois irrationnelle et souvent, irresponsable dans la technologie salvatrice, peut être un détournement de ressources, un appel à l'inaction, parce que si vous croyez que vous allez être sauvé, vous n'avez pas envie d'agir vous-même, et de façon encore plus pernicieuse, un détournement brandi comme un écran de fumée pour vous faire vous concentrer votre attention sur des développements technologiques sophistiqués qui attirent l'attention, et mettre sous le tapis le vrai problème que vous ne voulez pas regarder en face. Parce que la fracture écologique, dites-vous bien, ou la transition écologique, dites-vous bien que ce n'est pas consensuel, et il y a des intérêts considérables dans le monde pour empêcher qu'elle se fasse. Pour ce qui est de la... Merci sur la remarque, pour la remarque qui me va droit au cœur sur l'amour des mathématiques. Des domaines mathématiques à sa place dans tous les domaines, mais s'accommode plus ou moins bien de la réalité complexe et de la part d'irrationalité qui vient. Ne pas croire cependant qu'il faut opposer mathématiques à irrationalité. Il y a des raisons de penser que, historiquement, le développement de la sorcellerie a joué un rôle important dans l'apparition des sciences mathématiques. Je veux dire, bien avant que ça arrive dans le giron du raisonnement scientifique du temps des Grecs ou avant des Babyloniens. Pour ce qui est de la question malthusienne, évidemment, il serait absurde de penser que la quantité de personnes à nourrir ou d'êtres vivants à nourrir n'a pas d'influence
sur la question. L'influence qu'elle a dessus est majeure, mais il serait tout aussi absurde de raisonner sur le nombre global d'individus dans un contexte où les empreintes écologiques des individus sur la planète varient dans un facteur à peu près 1 à 100, et que ça n'a juste pas de sens de parler d'un humain et d'un humain dans ce contexte. Le monde gigantesque qui existe entre l'habitant du Qatar et l'habitant du Bangladesh, par exemple, en termes d'empreinte écologique et de consommation de ressources, est juste phénoménal. La fracture nord-sud là-dessus joue à fond. Le Minority Report est un bon exemple de dérive d'intelligence artificielle telle qu'appliquée à des problèmes où elle enferme votre action publique et renforce les biais. L'exemple de la police prédictive, comme on l'appelle, est bien analysé dans le best-seller de Cathy O'Neill, Armes de destruction massive, mathématiques, dont le titre français en fait est Algorithme, la bombe à retardement, que je vous recommande chaudement. Il est paru il y a 6 ou 7 ans, mais même dans ce domaine à très rapide évolution, il reste une excellente référence sur le sujet. Un gouvernement où il n'y aurait que des scientifiques, je ne suis pas convaincu, mais un gouvernement dans lequel il y aurait davantage de scientifiques, ça serait pas mal certainement. La Première ministre aujourd'hui a une formation de scientifique et est une excellente réalisatrice d'action. C'est quelqu'un qui connaît son métier, connaît les paramètres et apprécie bien la difficulté des problèmes. Parmi les gouvernements qui, dans le monde, ont le plus de scientifiques de formation, à coup sûr, il y a la Chine, que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur. Gardeur en tête aussi que le politique doit toujours se placer au-dessus du scientifique, au sens où c'est le politique qui décide à la fin, de la même façon que le politique doit toujours se placer au-dessus de l'économique, quelque chose qui n'est pas vérifié dans bien des sociétés aujourd'hui. Pour ce qui est du plaisir, bien sûr, d'ailleurs le grand mathématicien André Weil comparait explicitement le plaisir de la recherche mathématique au plaisir sexuel, tout en donnant crédit au plaisir mathématique de durer bien plus longtemps. Et la question du plaisir maintenant, comme souvent dans les questions affectives humaines, est indissociable quand il s'agit de mathématiques de la douleur, voire de la souffrance qui vient avec la recherche et le fait de se triturer les méninges. On va là exactement dans la question d'après sur l'analogie mathématique et gymnastique. Pas de carrière mathématique, pas de bon entraînement de sport s'il n'y a pas des courbatures qui vont avec, ou quelques petits coups, ou en tout cas si on ne sait pas donner des efforts. Et donc c'est pareil, c'est une illusion que de croire qu'on peut devenir bon en mathématiques sans souffrir. C'est une illusion que de croire qu'on peut qu'on peut s'épanouir en sciences sans effort. Un jeu peut-être, certes, mais je ne veux pas dire facilité. Pensez aux efforts extraordinaires des sportifs qui se lancent dans des carrières de sport. Et bien, c'est pareil en sciences et c'est pareil en tout en fait. Pas de grande carrière politique sans souffrance politique. Je ne sais pas si la mienne sera grande, mais j'ai eu ma part de douleur aussi. Et j'en ai vu des collègues qui ont reculé devant l'obstacle et qui n'aboutiront à rien. Pas de grande réalisation en fait sans effort. Pour ce qui est de redoublement, ce débat est délicat, je ne maîtrise pas tout. Globalement, redoublement, tel que comparé à d'autres pratiques à échelle internationale, est très inefficace. Alors maintenant, quand redoublement a été essentiellement abandonné en France, ça a posé d'autres problèmes. Il est possible qu'il y ait une difficulté de changement de culture dans un système où c'était en place, mais il n'y a pas de doute quand on fait quand on compare les systèmes internationalement, que la pratique est inefficace globalement. Et puis alors pour ce que vous disiez sur la constitution d'un groupe et tout ça, pourquoi pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut raisonner en termes de dynamique de groupe et de termes de trouver comment dans la formation et comment dans les équipes pédagogiques et dans l'ensemble, ceux qui sont plus à l'aise peuvent tirer l'ensemble du groupe vers l'avant
sans être eux-mêmes retardés par l'ensemble du groupe. C'est toute une affaire. Est-ce que mathématiques sont négligées aujourd'hui? Oui et non. Oui au sens où l'on manque d'étudiants en mathématiques, et oui au sens où les exigences dans l'enseignement ont baissé, chuté. Oui au sens où le nombre d'heures de mathématiques qu'on dispense a baissé, mais si on manque de profs, c'est normal qu'il y ait moins d'heures, hein, on ne peut pas faire autrement, c'est les lois de la nature. Non au sens pourtant où les gouvernements ont bien compris qu'ils ont besoin, que les sociétés ont besoin de mathématiciens, et non au sens où les sociétés, les compagnies ont bien compris qu'elles ont intérêt à recruter des mathématiciens et que ça fait partie des équipes, et non au sens où les projets scientifiques dans le monde recrutent toujours des mathématiciens à grande ou à petite dose. Est-ce que l'on veut d'un système... alors c'était quoi? Veut-on d'un système d'un enseignement mathématique et scientifique? Est-ce qu'on veut vraiment qu'il ait lieu? C'est très varié. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il ait lieu, d'autres qui veulent qu'il ait lieu. Est-ce qu'on veut que les mathématiques prennent le dessus sur le littéraire? L'opposition est stérile entre les deux. En plus, elle est méprisante pour des métiers et des formations qui ne sont ni scientifiques ni littéraires. Il y en a un paquet, à commencer par un paquet de métiers manuels, ou la carrière d'agriculteur dont je vous parlais. Est-ce que vous appelez ça du scientifique ou du littéraire? Alors, il y a besoin d'une dose de formation scientifique, mais il y a besoin de beaucoup de qualités humaines, et il y a besoin de beaucoup de travail manuel et d'une grande rigueur et discipline dans la façon de faire les choses. Pardon? Et de la poésie, énormément. Et alors, c'est un métier qui aujourd'hui est miné par toutes sortes de problèmes, déconsidéré, mal payé, tout ce que vous voulez, mais s'il y a un métier important pour l'avenir, c'est bien celui-là, peut-être la clé de tout. Enfin, pour la Parcoursup, l'algorithme, oui, alors, Parcoursup, au départ, est basé sur un cœur algorithmique bien connu, qui est le bon cœur algorithmique par rapport à ce qu'il faut faire, et qui a été utilisé dans un certain nombre de pays, qui était dans le système précédent APB, dévoyé, au sens où il y avait des informations qui auraient dû être inconnues, non communiquées aux universités, qui ont pourtant été communiquées à la suite d'une décision de justice aberrante, dans laquelle on voit bien que les tribunaux ne savent parfois pas entendre les arguments mathématiques. Il est certain que Parcoursup est perfectible et qu'il y a plein de problèmes avec. Pour autant, sans algorithme de traitement de masse, ça serait juste ingérable. Donc la question n'est pas de s'en passer, la question est d'améliorer les algorithmes existants, un peu ou beaucoup. C'est un chantier dont on entendra parler encore et encore dans les années qui viennent, mes chers amis. Voilà. Merci, bravo.